agence Adrar Madette à Agadez. Vendredi 21 janvier, Agadez, veille du départ. 227 97. Bonjour, c'est Jean. Oui, c'est Jean. Je joue aux devinettes. Bonjour Jean. Elisabeth nous a donné rendez-vous à l'hôtel, dans sa chambre. Tu vas nous faire travailler un petit peu. Ah bah oui, hein. Bonjour. Elle nous confie 9 sacs de 15 kilos chacun. Ce sont les bagages du cœur, comme elle dit. Des choses que nous avions oubliées au fond de nos armoires. Nous venons des 4 coins de France, de Belgique et de Suisse. On ne se connaît pas, mais nous avons un point commun. Dans nos agendas, pendant 8 jours, il y a le même programme. Nous avons la même volonté de voyager autrement. Le Niger, deuxième pays le plus pauvre du monde. Grand comme 2 fois la France, 80% du territoire sont occupés par le désert. On ne traverse pas impunément ces territoires immenses. Le désert est un véritable magicien. Il transforme et jardine les cœurs. Il y sème l'émerveillement et l'humilité. Elisabeth a fondé l'Ami du Vent, association de cœur et de partage. Elle nous amène, nous, Européens, à la rencontre des peuples du désert. Notre itinéraire fera de nous les témoins des multiples besoins de ces peuples, avec lesquels nous partagerons un bout de chemin. Il fait les rajouts de bus pour ces peuples touaregs qui sont sur la falaise de Tikidi, qu'on a aidé grâce à Ami du Vent. Parce qu'ils avaient un ancien puits, qui avait une grande ouverture et qui tombe, et il y a les chameaux qui tombent souvent. Le cœur de l'Ami du Vent bat au rythme de celui d'Arali. Personnage phare d'Agadez, Arali est issu d'une famille nomade de l'Aïr. Sa grand-mère, encore aujourd'hui, nomadise dans la région de Gofat. Homme de terrain et de cœur, il est totalement impliqué dans le soutien et l'aide à son peuple. Il suggère les actions prioritaires à mener, met à disposition la logistique nécessaire pour leur réalisation et en supervise le déroulement. Cette semaine, il va nous guider au cœur de son pays, au cœur de son peuple. Nous verrons combien fragile est la vie et combien importantes sont les actions, aussi petites soient-elles. Là, on se rend compte déjà qu'on est dans une autre culture, une autre rencontre, déjà d'autres paysages, même si, bon, pour l'instant, on est sorti de la ville, c'est tout, hein, donc il n'y a rien de... Mais il y a déjà quelque chose de beaucoup plus africain, dans le sens Afrique plus profonde. Et là, on parlait dans la voiture avec Arali, donc on va vraiment voir, ça va vraiment être axé sur la première partie, le désert, hein, bien sûr, le sable, et la seconde partie, donc vraiment la rencontre avec les villageois, avec des écoles nomades, avec des endroits où il y a des besoins en puits ou alors où des réalisations ont été faites. Donc beaucoup de rencontres, d'échanges, et ça va être très sérieux. Premier bivouac, première nuit aux portes du désert. Les étoiles ont veillé sur nous, le soleil nous chuchote à l'oreille,
il est l'heure de se réveiller. Alors, cette première nuit? Première nuit étonnante parce que j'ai pas eu peur. Alors là, j'étais stupéfaite, j'ai pas eu peur du tout. Je me sentais au contraire vachement paisible. Et ouais, j'étais posée, paisible. Et en fait, ce ciel étoilé, c'était comme une couverture, tu vois. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans le désert? Je suis venue chercher justement ça, c'est-à-dire oublier aussi mes peurs. Pas les oublier, non. Transformer mes peurs et m'apercevoir que la peur, c'est un bout d'une énergie. Il y a la peur et il y a le courage. Et en fait, c'est la même énergie. Et arrêter de me cramponner à mes peurs, entre autres. Et tu vois, il y en avait une là. Et en fait, c'était simplement aussi une idée. Une idée de quand on dort dehors, on a peur. C'en est un, ça? Oui, c'en est un. Ah, il est joli. Il est joli, oui, très beau. Il est beau, hein, celui-là. Et c'est pas noir? Non, Ah bah il ça est- dépend lesquels. Et puis les jeunes, on dirait non, c'est pas jeunes. Tu tombes pas dans les pommes, non? Non, mais ça fait rien, tu vois, elle est sympa, elle est venue prendre du chaud avec toi, c'est bien. C'est pas à l'heure, hein, les scorpions dans le désert. Ça t'a fait peur? Quand même un peu, pas peur, mais pour... Ouais, quand même. Vous allez me filmer? Oui. Il y a une personne à 15 mètres. Jusqu'à là. 15 mètres. Mais quand ils sont à Baka? Voilà, go. D'accord. Donc, mettez-vous un peu à l'écart. To Joshua ne jete. C'est juste l'échafaudage pour les plus actifs. Amaniman. L'eau, c'est la vie. L'ami du vent récolte des dons qui vont servir à des actions menées sur le terrain. Ici, c'est un puits qui va être restauré et sécurisé. Il y a des matières, par exemple, ici, ils ont là la population. On est là dans le cadre de l'aide de Amaniman avec Elisabeth. Donc c'est un petit village nomade qui est éparpillé. Il y a une soixantaine de familles. Chaque famille elle doit avoir 5, 4 ou 2 enfants. Donc ils sont autour, qui font 10 km pour venir chercher l'eau ici, dans cet espace vide. Donc ils nous ont exprimé un besoin d'un puits parce que vous avez bien visité le puits qui s'effondrait. Il y a eu des enfants qui sont morts dedans et puis il y a eu des bêtes qui tombent. Donc aujourd'hui ils ont eu la chance avec Amaniman. On va les réhabiliter les puits, ils auront des bises et puis on les a aidés aussi à la récheptélisation. Quelques chèvres, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui ils sont contents. On a apporté des sacs avec beaucoup de vêtements chauds. Ça peut sembler surprenant parce que là il fait très chaud aujourd'hui et c'est exceptionnellement anormal pour le mois de janvier. Mais en fait les nuits sont très rigoureuses. Il peut faire 0 voire moins 5 et ils n'ont rien à se mettre sur le dos. Donc on voit les enfants qui dorment tous agglutinés comme un petit troupeau de chèvres. Et il y a énormément de mortalité infantile. Les jeunes enfants par ce froid
énorme. Donc il y a beaucoup de vêtements chauds, des pullovers, des anoraks, des chaussettes, des bonnets, des petits gants, des chaussures, un petit peu de matériel scolaire aussi parce qu'il y a une petite école nomade, il y a un instituteur qui passe et qui donne un peu des cours et un peu de médicaments au chef du village qui sait comment utiliser, enfin des médicaments on va dire de base. Non, il a dit tous ces gens ils sont derrière lui, c'est leur couverture, ils s'entraident eux. Et puis ils ont au niveau de la chasseresse qui a passé, ils ont plein des animaux qui sont pas loin, qui sont morts. Je vous remercie beaucoup. C'est quelque chose que vous êtes déplacé pour venir jusqu'ici chez eux pour les remercier. Je suis maladroite avec les mots, donc mais je suis très émue. Depuis quelques kilomètres, le désert se fait de plus en plus présent. Nous arrivons aux premières dunes. Est-ce les rencontres de l'après-midi ou l'immensité et le silence des lieux? Déjà quelque chose s'opère en nous. Avant la tombée de la nuit, chacun choisit un endroit pour dormir. Les plus courageux sortiront de cette enceinte naturelle. Avec le rituel du coucher du soleil, il y a le rituel du thé, après le repas. C'est Abdoulaye qui reproduit chaque soir ces gestes lents et précis. Si l'on accepte le premier thé, on se doit d'accepter les deux suivants. Refuser est une offense. Les Touaregs disent que le premier thé est amer comme la vie, le deuxième fort comme l'amour, le troisième suave comme la mort.
Il y a 150 millions d'années, sur le site de Gadoufawa, il y avait la vie. Ces lieux appartenaient aux dinosaures. Elle est fendue là. J'avais envie de marcher, je ne vais pas dire en pèlerin, parce que ça a une connotation religieuse, mais en tout cas, dans une profondeur, favoriser une intériorité. Et l'Ami du Vent a vu le jour parce que j'avais envie de m'adresser aux quêteurs de sens. Alors là, quêteur de sens, ça veut dire qu'on y met ce qu'on veut, mais trouver peut-être, approcher le mystère qui nous habite, approcher une source intérieure et sans aucune école, philosophie, religion, mais aller chercher au plus profond de soi la résonance avec ce qui nous entoure. On ne vient pas impunément dans le désert. Ça peut nous renvoyer à quelque chose peut-être auquel on ne s'attendait pas, mais en tout cas, tout cet infini, tout ce silence, toute cette beauté fait écho à tout ce qu'on porte en soi de plus beau, de plus vaste, de plus large. C'est pas forcément facile comme expérience parce que ça peut nous renvoyer à nos ombres, mais il faut peut-être plonger au plus profond de soi pour aller découvrir le plus beau. Je peux me trouver en haut d'une dune et comme la première fois, être assise et pleurer. Je sais même pas pourquoi, mais pleurer, c'est pas sur mon triste sort, mais c'est vraiment de gratitude ou être touché par les gens que l'on rencontre, comme au campement, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui nous font grâce simplement de leur présence, qui se rassemblent tous pour... Voilà, ils nous font cadeau de leur présence parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir, mais on est là et on vous accueille. Enfin, c'était d'une beauté poignante.
désert, moi je l'ai vu plus d'émotion que vous. Je me sens libre comme un nouveau-né. Je n'ai aucun défaut. En pleine liberté, j'ai de l'air pur, j'ai le vent, j'ai l'espace, j'ai la nature qui est belle. Je respire bien, je peux dormir là où je veux, je peux marcher là où je veux, je peux passer là où je veux. Je me sens en pleine liberté. Oui, mais ça rend les vies difficiles, le désert. Oui, les vies difficiles quand on cherche à faire une autre vie qui n'est pas celle du désert. Hein? Par exemple, si tu cherches à trouver des glaçons, des tecs, je ne sais pas, des bouteilles de whisky dans le désert, ça va être une difficulté. Mais par contre, si tu cherches un petit thé, c'est tout de suite avec ton petit thé, tu te satisfais là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il n'y a que l'eau. L'eau qui est la vie coûte cher dans le désert. Ici, je ressens qu'il y a quelque chose en plus parce que il y a, disons, j'allais dire un supplément au niveau spirituel. Je vois le jour comme la nuit. Le jour, les dunes, le sable, etc. La nuit, les centaines d'étoiles. Je me dis que finalement, on est un petit grain de sable, on n'est pas grand-chose. Voilà plusieurs heures que nous roulons. Ni Arali, ni aucun des chauffeurs n'a sorti une carte. Je ne les ai même pas vus regarder la boussole. Et pourtant, nous naviguons dans les dunes sans nous perdre, sans la moindre sensation de faire de détour. Comment font-ils pour se repérer sur cet infini de sable? J'ai l'impression que jamais nous n'atteindrons l'horizon. C'était hier soir normalement. Ils étaient là hier soir? Normalement, parce que les crottes ne sont pas... De quoi tu vois ça? Ils sont un peu humides. C'est dans les crottes des chameaux. En espérant que c'était hier soir. Les balisages et caravanes de sel, c'est les ossements que tu vois juste en face de toi là. Donc, qui expliquent que tu es sur la bonne voie des caravanes de sel. Quand tu ne vois pas les ossements des chameaux qui sont morts, ça veut dire que tu es égaré. Et si tu es égaré, un bon chameau, il sait s'il est égaré. Quand il n'est pas dans le bon chemin, il ne veut pas avancer. Et les anciens guides, ils lâchent leur chameau pour que c'est lui qui oriente même à un certain moment la bonne direction. Quand ils sont en difficulté. En difficulté, il sent que son maître n'est plus à l'aise, il prend un itinéraire. Et c'est les chameaux qui redressent. Les bons gamzaros qu'on les appelle. Donc là, on va à Tafagak, c'est l'arbre de Ténéré, où il y a de l'eau. Donc on a des chances de les rencontrer alors? Inch'Allah, on espère. C'est l'histoire, l'arbre de Ténéré. C'est l'étape, c'est une des étapes de la fin de la traversée des chameaux du désert. Parce que tout chamelier qui vient ici, en provenance de Bilma, veut les sauver. Il y a l'eau, c'est ça qui est très important. Tout où nous avons navigué un peu à gauche, à droite, tu n'as pas de l'eau. Et là, tu as de l'eau, c'est une vie humaine, donc les chameaux vont boire, toi tu vas boire. C'est un truc très très important. Ça, c'est le puits. Ça résonne, hein? L'eau de ces puits-là, l'eau elle est à 42 mètres. Donc à l'époque, l'acacia qui était là, il puisait l'eau et son eau à 42 mètres. Ses racines allaient jusqu'à... Puis malheureusement... Et puis on a essayé de reconstituer des arbres. C'est des arbres qui ont poussé en pépinière. Donc ils sont complètement perdus ici. Complètement. L'arbre était là avant. Il était beau. Vous êtes à Niamey maintenant? Ah oui. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Ah bah, c'est bien. Hein.
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Ça fait combien de temps? Après, 20 ans, voilà. Il y a déjà 20 ans? En 83, quoi. Ah oui. Alors, je suis au studio. En 83, je suis au studio. Alors, C'est en 83 qu'il a fait ça. Vous avez tout amené d'Agadez? Vous avez amené les... C'est d'Agadez, oui. Tout. On a fait la valise aussi. Vous avez fait là? La valise. Les balises. Ah d'accord, ah, d'accord. Ah oui. Mais ça sert à... c'est une balise Non, ça c'est le Japonais qui a fait ça, je crois. C'est le Japonais? C'est pour les satellites. Quand on a croisé la caravane, il m'a semblé que j'aurais pu la suivre. C'est une sensation assez époustouflante d'être avec là où tu es, et puis il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de... Il n'y a rien que toi et ce que tu es en train de faire. Ce que je sens, c'est que je suis différente, je prends le temps, je prends le temps d'être, déjà. Et cette notion de temps ici, elle est presque incongrue, parce que ça se déroule, parce que c'est un long fleuve, c'est comme le sable, c'est là et ça n'a pas de fin et ça n'a pas de début. Voilà, c'est... Arali a discuté avec le Madigou, le chef de la caravane. Il accepte que notre groupe se joigne à eux pour partager le chemin. Nous les rejoignons et faisons très attention à ne pas freiner le rythme. Par cette piste ancestrale, les 200 chameaux de la caravane sont revenus des salines de Bilma pour en ramener les cantous, ces pains de sel échangés contre du mil et des dattes. Le chargement d'un chameau peut atteindre les 300 kilos. En hiver, les caravaniers marchent pendant 3 mois de 5h à 22h sans aucun arrêt. Juste quelques dattes et un peu d'eau pour tenir. Ce rythme insensé
est vital pour réaliser la jonction entre deux points d'eau éloignés de centaines de kilomètres. Aujourd'hui, après 70 jours de marche, la caravane est sortie de l'enfer du désert. On peut se permettre une halte avant la tombée du soleil. Quelques acacias vont faire le bonheur de ces chameaux éreintés. La nuit, il faut décharger les chameaux, leur donner un peu de fourrage car les pâturages sont inexistants, préparer les bouillies de mil et dormir. La nuit est froide, la nuit est courte. 2 heures avant le départ, il faut se lever, regrouper les bêtes, les charger, préparer le thé et repartir. Je suis en train de voir que même un chamelier est en train de piler sur main de mille, c'est extraordinaire ça. Puis ce rire, quand on les entend rire, c'est extraordinaire. Si on savait rire. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout. De côtoyer ces gens, la dureté de ce qu'ils vivent, c'est fort, très très fort. Ça remet en question ? Oui, beaucoup. Puis cette simplicité, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Ils sont à la fois inaccessibles et puis on les sent après, finalement, une fois qu'on les côtoie, très proches de nous. Ce manque de tout qu'ils ont, on a envie de donner ici. Et puis je pense que donner, c'est un besoin en nous qu'on a, et ici on a la possibilité de donner. On sent que c'est très égoïste, très égocentrique, mais lorsqu'on donne ici, on sent qu'on fait plaisir. Et on sait que ce qu'on donne, ça a de la valeur pour eux, même si c'est pas grand-chose. C'est fini.
Tu l'as déjà faite, toi, la caravane? Oui, moi je l'ai fait 3 fois. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 11 ans, à l'âge de 13 ans. Les premières fois, tu sais, chez nous les Touaregs, comme on n'a pas de brevet à chercher, on n'a pas de bac à chercher, on n'a rien, notre brevet, le premier brevet de faire les caravanes, ça veut dire on se sent vraiment, comment on appelle ça, un peu adulte, un peu... Quand tu fais ton premier caravane, tu as l'impression d'être vraiment conscient de la famille. On peut dire que c'est vraiment dur, et surtout pour les enfants à l'âge de 10 ans. C'est dur. Il y a un grand déclic quand tu fais une caravane. Les premières fois quand tu rentres dans le désert, il y a quelque chose quand même. C'est une peur mélangée avec du joie. Je ne sais pas comment faire. Les Touaregs, ils ont vraiment ça en eux. Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Ils ont, par exemple, le chemin, comment on appelle ça, l'orientation. L'orientation qui se fait... tu vas sentir, par exemple, les magnétiques, les champs magnétiques du sol. Il faut les sentir au fond de toi. Là, quand on est les enfants, les guides, chaque soirée, ils nous font des cours pour apprendre tout ça. Là, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre. En cas d'une grande tempête, une grande brume, il faut sentir les 12 orientations. Il y a des petites signes, par exemple, qui nous montrent les guides. À la soirée, ils nous disent, voilà, vous voyez ces signes, dans le sol, ça ne change pas. Il est orienté à tel degré, à tel degré. Enfin, nous, on ne connaît pas les degrés, mais on connaît 4 angles de sol, parce que les sols, on les désigne, ce n'est pas comme une ronde, on les désigne comme un carré. Par exemple, entre angle de nord-est, angle sud-est. Sud-sud, quoi, c'est des angles comme ça. Donc on connaît ça comme ça, dans la tête. Notre boussole, c'est des étoiles. On n'a pas de boussole, on ne connaît pas les boussoles. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que tous les guides, la plupart des guides que tu vois dans cette grande désert, c'est des Touaregs. Il y en a un peu de Toubou, d'autres, mais vraiment, c'est là, 80% sont des Touaregs. Tandis que la caravane de sel poursuit sa route vers l'ouest, nous suivons la piste vers le nord, en direction des montagnes de l'Aïr. La végétation refait surface, les arbres s'accrochent à la poussière du sol et parsemés au milieu des cailloux, quelques cases. Ce lieu n'a pas de nom. Ces familles vivent au milieu de nulle part. Il n'y a pas le moindre centimètre carré de goudron, pas un poteau électrique, pas une boîte aux lettres, seulement quelques puits.
Ah, ça c'est beau aussi. Comme ça. Faut pas montrer qu'il y a des ouais, ça va bouger là. Nous sommes arrivés au village de Tabelote, grand carrefour de nomades touaregs. Ça va? Faut aller où après? Si tu veux continuer? Après la 5e. Au 4e. Oui, le 4e c'est où? C'est à Agadez. Il y a 6e, 5e ici. Si c'est 5e ici. Ici, la modernité a un peu rattrapé le temps. Les sociétés capitalistes semblent avoir réussi à pénétrer ces contrées que l'on croyait à l'abri. Cela rassurera peut-être certains. C'est le même que chez nous? Non, il est fabriqué malheureusement de l'Ouest. C'est pas bon. Pas bon, hein? T'as raison, c'est pas bon. Nous trouvons à quelques kilomètres du village une grande place pour accueillir notre bivouac. Face à nous, les premières montagnes de l'Aïr. Il est temps de se trouver un coin sécurisant pour poser le duvet. Mais on va les faire revenir. Ouais, c'est dangereux, hein? Vaut mieux pas trop plaisanter. Il y a des bestioles, les petites gerboises, les scarabées, tout ça, ça attire les serpents, les scorpions. Vaut mieux le plat. Il y a rien à manger, donc c'est pas intéressant pour des bestioles peu sympathiques. Vaut mieux s'éloigner des rochers, hein, c'est sûr. C'est un côté sécurisant et puis en même temps, l'espace autour de soi, c'est plus une garantie de tranquillité. Bon, Rally va les rapatrier. Donc Arali dit qu'il ne faut pas se mettre dans les rochers. D'accord. C'est que donc ça craint. Ça craint. Voilà. Eh bien, on va tenter. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Tu vas tenter quoi? Une nuit dans les rochers. Malgré le danger? Malgré le danger. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux... Non, mais on est loin des rochers quand même. Ouais. On n'est pas... Bon, de toute façon, moi je te dis, j'ai vu des scorpions dans un endroit immaculé, une dune... Là, c'est plutôt une question de serpents, visiblement. Ah, les serpents? Non, ils dorment à cette époque-là. Ils hibernent. Puis j'ai pas vu de traces. Je suis sur du sable, il n'y a pas de traces. Donc il n'y a aucun souci. Aucun souci. Janine va tout de même prendre conseil auprès d'Arali. Ce ne sont pas les serpents qui sont venus nous visiter cette nuit, mais les chacals. Ils ont hurlé comme des chiots. Certains d'entre nous n'en ont pas dormi de la nuit. C'est les cure-dents, on n'a pas besoin de... Ah, c'est bien pour moi le petit morceau. Ouais. Non, mais... Merci bien. C'est du dentifrice ou une brosse à dents? C'est les deux, mon général. Allez, tout le monde dans les... Quand on gratte, les 4x4 tout à l'heure, tout le monde s'avance. quand on gratte, Je suis pas après, très fort, moi. on crache. Ah oui? Oui. Non.
Non, c'est le chef qui va nous apporter à l'école. Au Niger, 75% des hommes sont analphabètes. Mais ce sont les femmes qui détiennent le triste record d'analphabétisme. 9 femmes sur 10. Aujourd'hui, un enfant sur 2 va à l'école. Ah, monsieur le directeur. Depuis 1990, le gouvernement du Niger s'est donné le défi d'éradiquer l'analphabétisme. Ce sont bien sûr les nomades qui sont les plus touchés. L'école primaire de Talat accueille une centaine d'enfants dans 3 classes. L'école manque de cahiers, de stylos et de livres. Nous avons apporté de quoi répondre un peu à leurs besoins. Dominique. Et toi, tu t'appelles comment? Mohamed. Mohamed. Et toi? Mohamed Aboubakar. Mon père s'appelle Aboubakar. Aboubakar. Mohamed Aboubakar. Il est très gentil. Et toi, tu t'appelles comment? Alous. Son père, c'est un manœuvre. Son père, c'est un manœuvre ici. Elisabeth échange son adresse avec le directeur de l'école. Une enseignante, membre de l'Ami du Vent, souhaite faire un jumelage avec une école du Niger. Le directeur est ravi de cette initiative. Ce mois pluvieux d'août a été très bénéfique. Les pieds d'arachide ont bonne allure. Le champ est propre, bien cultivé, entouré des soins. Adamou, ses enfants, ses neveux et même ses épouses, la joie se lit sur tous les visages. Nous préparons de la pâte. De la pâte de mie? De la pâte, c'est du sorgho. Ah, c'est du sorgho. D'accord. La pâte à sauce. Tous les enfants mangent là, le midi? Oui. Ouais. Donc vous le pipez, vous passez. On enlève du sang, Ouais. on met dans de l'eau, on les lave, Ouais. on les chaîne un peu, Ouais. on pile ça, on vend ça pour avoir de la farine, hein, D'accord. pour faire la pâte de la nuit. Pour le midi c'est déjà préparé. D'accord. Le riz avec du haricot. Un peu plus loin, au village d'Intatat, les enfants n'ont pas la chance d'avoir une école avec des murs. Une case de paille fait office de classe. Les enfants, ils ont l'air bon, ils ont l'air heureux, ils sont nourris par l'école le matin, le midi, peut-être même le soir, mais le matin et le midi, je suis sûr. Donc ça les attire sûrement à l'école. Il y avait plus de filles que de garçons, ce qui m'a surpris aussi. Et puis, bon, oui, ils ont l'air bien, ils ont l'air sains, ils sont très motivés pour apprendre, etc. Ça fait plaisir, quoi. Mais c'est l'isolement de l'instituteur qui est plus inquiétant, quoi. Je racontais un petit peu ses difficultés, son isolement, son manque de formation continue, le fait qu'il n'était pas aidé par l'inspecteur ou le conseiller pédagogique qui viennent trop rarement le voir, le fait qu'il était très faiblement payé. Mais par contre, il avait quand même eu
semble une position sociale intéressante, quoi, dans la mesure où on reconnaissait son autorité, aussi bien les élèves que les parents d'élèves, et les parents des élèves viennent le voir quand ils ont un problème. C'est la première fois aussi qu'on trouve quelqu'un qui nous vient en aide de façon simultanée. On espère des murs bientôt. Merci beaucoup. Merci. Il s'est exprimé vraiment de façon très, très ouverte, tout de suite, en confiance. Cette relation-là ne m'a pas paru artificielle. Tu vois, même nous, on déboule de nos 4x4, on rentre là-dedans un peu comme des cheveux sur la soupe. J'ai eu l'impression quand même d'avoir un contact assez réel avec cet homme, ce jeune homme qui me racontait un peu son travail, et ses difficultés, un peu ses espoirs et aussi ses craintes, d'ailleurs, plus que ses espoirs. À Sadé, petit village de l'Aïr, le puits est tout neuf. Encore une réalisation rendue possible grâce à Amaniman. C'est une joie dissimulée mais intense pour Elisabeth qui voit la concrétisation de son engagement. Chaque euro récolté en Europe est une goutte d'eau qui vient remplir les seaux de ses villageois. Les femmes partagent avec nous leur joie et quelques morceaux de fromage de chèvre en guise de 4 heures. Nous avons eu assez d'émotions aujourd'hui. Nous décidons de planter le bivouac dans cette oued. Demain, nous atteindrons la dernière étape de notre périple. Oh là là, on peut aller le voir un petit peu. Oui, on peut aller le voir. Non mais il est entravé donc il n'y a pas de... Ah, ouais. Il ne saurait pas descendre à mon avis. Je sais pas si on a le droit de marcher là-dedans. Pas mal, hein? Ouais, ça doit faire une belle photo. Hein. Avec le coucher du soleil en plus. Il ne sait rien des frontières, il marche avec la lumière nomade. Il a pour toute prison la ligne de l'horizon nomade. On n'arrête jamais la promenade entamée, nomade. Enfant, ne tuez jamais en vous ce désir nommé, nomade. J'avais choisi du Brentin.
C'est dans une luxuriante verdure qu'Arali nous conduit pour cette dernière journée. Des Touaregs, issus de la tribu Ibirdi-Yanan, ont été forcés de se sédentariser, notamment en raison de la sécheresse. Ils se sont installés à Gofat, dont la vallée est longée par un kouri, un torrent qui se forme pendant la saison des pluies. Ils cultivent le blé, des oignons, du maïs et des tomates que l'on fait sécher pour les conserver longtemps et les vendre sur les marchés. Chaque jardin possède un puits, un animal. Toute la journée, les jardiniers se relaient pour irriguer les cultures et abreuver les troupeaux. Ce soir, nous serons nombreux autour du feu. Un deuxième groupe de l'Ami du Vent nous a rejoints. Pendant que les hommes préparent le méchoui, nous reprenons nos esprits à l'ombre des cases. En partant pour le Niger, nous avions tous secrètement quelque chose à y trouver. Des rencontres avec un peuple jusque-là inconnu et peut-être aussi une rencontre avec nous-mêmes. C'est certainement pas ce qu'on appelle un voyage touristique. C'est de l'ordre de l'initiatique, puisqu'on en ressort plus avec des valeurs fondamentales qu'avec, je dirais, pour moi le voyage touristique malheureusement a souvent un aspect plus vide au retour, et c'est depuis longtemps que j'ai travaillé dans le tourisme pour me rendre compte qu'il y a vraiment deux manières de voyager, et partir dans ce voyage tel qu'on l'a vécu ici, on ne peut pas se sentir vide au retour. À Gofat, nous avons la chance et l'honneur d'assister à une fantasia, fête traditionnelle du Niger. Arali et sa fille regardent Abdou, le petit dernier de la famille, sur son chameau. L'apprentissage a commencé. Lui aussi, un jour, suivra la caravane de sel. Son petit cœur bat déjà au rythme du Tindé, et c'est aussi un peu au rythme du Niger que notre cœur battra désormais. Thank you.